Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage, merci beaucoup. Merci surtout pour les abonnements, merci beaucoup. Alors, je voulais parler de ce que moi j'appelle bonne nouvelle. Je voulais parler aussi d'Ebola. Et il y a une bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui a été guéri d'Ebola. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est quelque chose où la République démocratique du Congo a une très forte expertise. Et ça, c'est une très bonne chose. Je vais parler du conflit entre Sonko, Diomaye Faye, parce que beaucoup de gens parlent, regarde le Sénégal, modèle de démocratie, mais les gens n'adressent pas le fond du problème. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les amis d'hier sont devenus des ennemis politiques aujourd'hui? Alors ça, le fond du problème. Et je pense pas que ce problème est un problème d'inimitié ou d'animosité entre les deux, mais le fond du problème, c'est la dette du Sénégal. Et on doit adresser cela. Parce que c'est pas le problème que le Congo a. Donc on peut pas parler de comparer les choux et je ne sais pas on dit quoi, comparer les choux et les chèvres ou je ne sais pas quoi, pardonnez-moi l'expression, ou mettre les choux et les chèvres dans le même truc. Il faut séparer ces choses-là. Il faut séparer un pays de à peu près combien 24 millions d'habitants avec un pays de 120 millions d'habitants. Quelquefois, il faut se mettre dans les contextes. Un pays qui vit des arachides avec un pays plein de minéraux. Il faut comparer, il faut toujours faire la distinction. Une fois, j'avais dit, quand il y avait un coup d'État, il y avait un coup d'État au Niger, il y avait un coup d'État au Gabon, un coup d'État au Burkina Faso, au Mali, tout le monde parlait des coups d'État de Félix-Antoine Tshisekedi. Je dis, le Congo n'est ni le Mali, ni le Gabon, ni le Niger, ni le Mali, ni le Burkina Faso. Le Congo, c'est le Congo. Nous avons nos propres réalités. Je veux en parler parce que j'ai vu Perrault parler des généraux qui sont incarcérés, des choses comme ça. Je vais en parler dans ce contexte. Après, je veux parler aussi de ce que je pense. C'est comme si les Rwandais sont en train de préparer une attaque massive. Je vais donner quelques preuves. Vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et je vais parler aussi de la duplicité de la France. Et je veux parler aussi de la marche des opposants et surtout de Denis Mukwege. Alors voilà, j'ai planté les décors. La première des choses que je veux dire, je ne sais pas si vous faites cette observation avec moi, depuis un certain temps, je vois Kagame, avant, Kagame, il n'était pas près de son peuple. Il se considérait au-dessus. Donc, il ne pouvait pas se rabaisser, il ne prenait pas de bain de foule. Il était tellement, vraiment détaché de sa population. Il vivait vraiment en électron complètement dans un cocoon, je veux dire. Il était vraiment entouré. Donc, mais depuis un certain temps, je constate une chose. Kagame est très présent dans tous les événements qui se passent au Rwanda. Il essaie même de prendre de bains de foule, même si c'est staged, mais il essaie de prendre vraiment de bout de foule. Et c'est là où je me suis dit, il avait perdu auprès de Rwandais, à cause de cette guerre, son image au niveau du Rwanda, ou tout au moins les Rwandais commencent à remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas à cause des sanctions, parce qu'ils montaient tout le temps qu'il n'y a pas un problème, qu'ils vont bien, mais à cause de sanctions, à cause de tout ce qui se passe dans les médias, maintenant les Rwandais sont informés. Alors ils essaient maintenant de casser cette image de tueurs, d'Hitler, de poison rwandais, de victimisation et tout ça. Il essaie de casser cela. Tu vas voir même que sa femme commence à parler d'unité et de choses comme ça. Et c'est ce que j'observe à ce moment. Il est en train d'essayer de vraiment de
redorer son image ou de corriger son image ou d'améliorer son image dans sa population à l'intérieur du Rwanda. Alors c'est quelque chose que moi j'observe actuellement. Je ne sais pas, il est dans le basketball, il est dans le foot, il est dans les séminaires, il est dans les conférences, il est partout. Alors que Kagame, il ne faisait jamais cela. Alors, je ne sais pas, ma propre impression est que depuis un certain temps, moi je pense que Kagame est en train de préparer une invasion militaire à grande échelle ou d'une grande envergure là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. J'aimerais répéter cela. Je ne suis jamais un homme alarmiste, un homme pour faire peur, un homme, mais j'observe, ça ce sont mes observations personnelles. Parce que moi je documente la façon d'agir de Kagame, sa façon de faire, et depuis que Goma a chuté, depuis les offensives de Uvira et tout, on documente et on peut développer un muster, comme les Allemands disent, ou un pattern, ou donc une façon de faire de Kagame. On peut maintenant déjà voir, oh, Kagame agit toujours comme ça, il va agir. Alors, quand j'observe qu'il y aura la Coupe du Monde qui vient bientôt, et le Congo sera à cette Coupe du Monde, quand j'observe la situation des États-Unis en Iran, parce que il faut reconnaître, les États-Unis sont en train de s'enliser en Iran, ils cherchent une solution, ils ne trouvent pas, et l'économie est en train, donc les États-Unis sont dans une certaine mesure vraiment dans cette histoire de l'Iran très enfoncé, le vice-président toujours là-bas. Quand tu observes cela, et quand tu observes la situation sur terrain, avec par exemple les attaques de Wazalendo actuellement, les progressions de Wazalendo, les chutes de localité. Alors tu attends que par exemple le Rwanda est en train d'amasser des troupes au niveau de sa frontière. Et je vais vous donner beaucoup d'autres éléments. Toutes ces observations-là me font dire qu'il faut faire très attention parce que le Rwanda agit toujours de la même façon. Et le Rwanda est en train de préparer une attaque militaire, mais de grande envergure. Pourquoi? Parce qu'il ne se soucie plus de l'accord de Washington. Il veut aller de l'avant, récupérer Rubaya, récupérer de l'or, ou je ne sais pas, pour sa chaîne de valeur. Donc, c'est ce que je suis en train de voir parce que dernièrement, là, j'ai regardé chez Jean-Claude Moubenga où il disait que non, le Rwanda avait négocié, mais il réclame la mine de Rubaya et la DGI et la DGM et tout ça. Et j'ai compris, c'est dans cette stratégie de faire pression parce que la dernière fois, j'avais fait une vidéo que c'est ce qui s'est dit au Rwanda, il faut faire pression. Si des grandes villes tombent, par exemple, Kindu, Kalemi et peut-être la pression vers le Katanga, Félix va céder quelque chose. Donc, je suis en train de m'imaginer que quelque chose comme ça est en train d'être mijoté par le Rwanda et le AFC M23. Mais avant de continuer, je dois d'abord commencer à donner des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles parce que vraiment, après la colère du président de la République, il y a un task force qui est formé pour assainir la veille de Kinshasa. Et beaucoup d'entre nous étions en train de réclamer quelqu'un vraiment, un homme fort qui peut vraiment faire que Kinshasa soit assaini, que Kinshasa vraiment porte son ancien habit de propreté, ce qu'on a appelé très longtemps Kinabel et des choses, parce que ça devient insupportable. Alors, ça sous-attend que vraiment les gouverneurs, M. Bumba, ou je ne sais pas comment il s'appelle, il a complètement échoué parce que il est venu avec un slogan, Kinezo Bunga. Il avait donné même un chronomètre, combien de routes seront construites et tout ça, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Alors ça, c'est la première des choses que le général Kabwik va coordonner cette task force, ou cette task force
qui va vraiment s'occuper de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il faut aller plus loin, il faut lui donner peut-être toute la ville de Kinshasa. C'est que moi je peux peut-être recommander aussi. Il ne faut pas seulement créer un task force pour l'assainissement, je pense qu'il faut aussi un task force pour la sécurité. Un task force, non pas seulement pour la sécurité, un task force sur pour la circulation, par exemple, les embouteillages. Donc, il ne faut pas mettre ça dans la main d'une certaine, mais créer vraiment au moins 5 têtes qui s'occupent de ces problèmes-là et chacun s'occupe. Quelqu'un s'occupe de l'assainissement, l'autre s'occupe de la sécurité, l'autre s'occupe de la circulation, l'autre s'occupe, par exemple, de lumière ou de l'électricité ou fourniture en eau. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et vraiment mettre le pouvoir entre les mains. Parce que c'est comme ça qu'on résout un problème. C'est quelque chose qui existe pour une durée de temps et après, quand ils ont fini le travail, on doit vraiment dissoudre ces task force. C'est ça. Alors, ça, c'est une bonne chose. Une autre chose est qu'à propos d'Ebola, on a constaté qu'il y avait une première guérison d'Ebola. Donc, Ebola peut être guéri. Alors c'est là où peut-être je vais appeler un peu à la responsabilité de mon frère Jean-Claude Moubenga, parce que j'avais suivi quelque chose, j'avais suivi ça aussi sur Chancela Tchala News, et ce sont des choses qui, un peu personnellement, je trouve que ça me dépasse un peu, parce que ce sont des gens des intellectuels, des personnes intelligentes, des personnes qui je veux dire, qui ont une certaine connaissance de fait. Alors, quand quelqu'un, par exemple, un certain Shaka Zulu, il s'appelle Shaka Zulu, parle, par exemple, que non, et pas d'Ebola, bon, on ne peut pas parler d'Ebola parce que c'est un seul mort à Beni, pas aucune mesure, pas de malade. Combien de cas aurons-nous obtenu un seul cas et puis on parle d'épidémie et c'est tout ça, ça devient de l'irresponsabilité et je pense dans un média aussi responsable et aussi suivi et aussi vraiment populaire que celui dans un programme comme celui de Jean-Claude Moubenga, il devait intervenir pour dire non, il faut pas vraiment propager des théories de complot. Parce c'est ce que j'avais suivi un peu aussi, c'est Chancela Tchala News, c'est comme une théorie de complot. Mais l'histoire d'Ebola en République démocratique du Congo, c'est connu. Et nous avons une certaine expérience sur cette question. Le docteur Muyembe et beaucoup d'autres. Alors, moi, parce que j'avais suivi la dernière sortie médiatique du ministre de la Santé, ils avaient tenu un point de presse à Bunia, Patrick Mouyaya, le gouverneur Luboya, et ils étaient en train de parler d'infodémie, ou tout au moins, ils étaient en train de parler de ces fausses informations autour de cette maladie qui cause de la mort, qui fait qu'il y ait de la méfiance, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont reçu cette maladie à l'hôpital et des choses comme ça. Et nous devons vraiment protéger les citoyens et propager la bonne information. Alors, la première des choses est que Ebola existe en République démocratique du Congo depuis très longtemps. Nous avons une très grande expertise et quand quelqu'un comme le docteur Muyembe vous dit que c'est Ebola, vous devez le croire. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment construit toute sa carrière sur la recherche sur Ebola. Alors, ils ont fait des tests de laboratoire et tout ça, et c'est Ebola. Donc, ça ne vient pas d'une personne, ce n'est pas quelque chose de planté, ça ne vient pas de minéraux comme j'ai vu sur LCI, mais c'est vraiment quelque chose qui existe depuis toujours. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le ministre de la Défense a dit, le ministre de la Santé a déjà dit, là-bas à Goma, que non, si il y a seulement un cas d'Ebola
on va déclarer cela une épidémie. Alors que la République démocratique du Congo avait par exemple du choléra, et ça revient souvent, la République démocratique du Congo avait par exemple cette histoire de Mpox, ou comment, la maladie là avec des boules comme ça, Mpox, excusez-moi là je ne sais pas, je pense que c'est comme ça, mais je ne suis pas très sûr que je prononce cela comme il faut. Cette maladie-là, on n'a jamais déclaré cela comme une épidémie. Pourquoi? Parce que ça ne tue pas aussi rapidement que Ebola le fait. Alors, si maintenant il y a des gens qui vont suivre les programmes, par exemple, et n'ont pas suivi, par exemple, de Jean-Claude Moubenga pour dire non, il faut prendre cette maladie au sérieux, ça tue. Hein? Alors, si le ministre de la Santé, qui est lui-même un médecin, dit que non, il ne faut pas être alarmiste, mais il y a des cas d'Ebola et ce problème-là, nous allons contenir cette épidémie-là. Pourquoi? Parce que Ebola a toujours été contenu. Et cette fois-ci même, la riposte est encore beaucoup plus organisée, beaucoup plus structurée. Il faut mettre tout cela à l'actif de l'actuel gouvernement. Non pas seulement on est en train de répondre, on est en train d'expliquer, mais le problème est en train d'être résolu. Ça va prendre, selon certaines estimations, 4 à 6 mois. Alors, dire maintenant que non, c'est peut-être, ça m'avait pas plu et je n'ai pas suivi l'émission jusqu'à la fin de M. Jean-Claude Moubenga. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'est irresponsable de ne pas dire quelque chose à propos quand c'est comme messieurs disent et messieurs Chaka Zulu raconte de salade comme il était en train de raconter. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne restaient pas au fait. Si vous voulez être scientifique, un scientifique se tient au fait. Et le fait, c'est que Ebola, c'est une maladie qui revient à République démocratique assez souvent, dont la République démocratique du Congo a une très grande expertise et ils savent comment dénicher cela, détecter cela, comment contenir cela, comment résoudre cela. Et même, il y a un cas de guérison. Et beaucoup d'autres cas de guérison vont suivre. D'ailleurs, le ministre a dit, il y a sur 100%, 70% des gens qui sont frappés d'Ebola sont guéris. C'est seulement les 30%. Et même dans les 30%, il y a encore des cas qui sont tout simplement suspects. On ne sait pas si c'est Ebola ou c'est quelque chose d'autre. Alors vous comprenez, maintenant pour aller dire qu'il n'y en a pas, que c'est quelque chose pour empêcher que les militaires viennent, en tout cas, il faut arrêter parce que là, on est en train de jouer avec la vie des personnes. Alors, je voulais d'abord commencer par dire ça. Maintenant, je vois encore beaucoup de gens qui sont en train de parler de Soko et Diomaye Faye comme un modèle de démocratie. Il y aura maintenant un modèle de loyauté et de choses comme ça. Simplement, je pense que personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. D'abord parce que je vous avais dit que Soko, c'est quelqu'un qui aime Kagame et des choses comme ça. J'avais parlé là-dessus. Même Diomaye, ils prennent Kagame pour un modèle. Des faux panafricains. Mais le vrai problème, c'est le problème des cohabitations ou même des conflits au-dessus de l'État entre ces deux hommes qui étaient des amis. Pratiquement, c'est un problème de survie du Sénégal parce que le Sénégal actuellement a un problème de dette. Le Sénégal a beaucoup de dettes. Il n'y avait pas que le Sénégal. Il y avait le Ghana, il y avait la Zambie et beaucoup d'autres pays. Ils devaient, surtout à l'égard de la Chine, ils doivent signer avec la Chine ou signer avec le Fonds monétaire international. Alors le problème de la dette, comment il faut repayer la dette du Sénégal. On parle du Sénégal très développé, tout ça. Ils ont pris l'argent d'autrui pour construire. Maintenant, ils doivent remettre cet argent-là. Or, le Sénégal n'est plus en mesure de tout remettre. Pourquoi? Parce que la situation du Sénégal est pire même que la situation de la Grèce à 2008. Pour les gens qui connaissent, qui suivent ces choses, la Grèce avait un problème énorme. Le Portugal, l'Espagne, tous les pays, même, je pense. Et un peu, si ça continue, le Sénégal sera en situation de défaut de paiement. Donc, ils vont perdre vraiment la crédibilité
au niveau international, dans les milieux de finances internationaux, et ils pourront plus emprunter de l'argent. Et c'est ce qui va faire que l'économie du Sénégal va tanker complètement. Alors c'est ça même le fond, parce que Monsieur Sonko ne veut pas une restructuration. Ça veut dire qu'il ne veut pas accepter qu'il y ait des problèmes d'austérité soumis par les Fonds monétaires internationaux ou tout ça, coupé de façon que nous, on arrive à payer la dette. Lui ne veut pas ça, mais Faye veut cette restructuration. Ça veut dire qu'ils seront mis d'une certaine façon sous tutelle des Fonds monétaires internationaux. Et ça, par cela, il perd la souveraineté internationale. Ça veut dire que ça, le Congo a connu du temps de Mobutu. On a parlé des restructurations, des problèmes d'ajustement structurel. On a coupé on a coupé les dépenses dans l'enseignement. Depuis notre enseignement, on ne s'est pas remis. Depuis quand les fonds monétaires internationaux viennent, ce ne sont pas les affaires de cœur. Ils vont couper dans l'armée, ils vont couper dans l'administration, ils vont couper partout. Et là, le Sénégal perd de sa souveraineté économique. Et voilà là où est le fond du problème. Donc, ce n'est pas un modèle pour moi de démocratie. Ce n'est pas un modèle économique à suivre. C'est pour cette raison, on ne peut pas comparer la situation de la République démocratique du Congo avec le Sénégal. D'abord, nous n'en avons pas de dette. De deux, même si on avait la dette, nous avons le moyen de repayer cette dette à cause de nos minéraux. Le Sénégal n'est pas attaqué militairement par ses voisins. Donc, on ne peut pas vraiment comparer ces deux choses. On ne peut pas. Sur le marché international de finances, on nous arrache, on nous promet à cause de nos minéraux, les minéraux stratégiques et tout ce que nous avons, les marchés, on voulait que le marché financier voulait nous donner de l'argent, alors que le Sénégal n'a pas cette possibilité-là. Ils ont un peu de pétrole maintenant et des choses comme ça. Donc, vous comprenez qu'on est en train de comparer des situations différentes. Le Sénégal, très endetté, ils doivent trouver la solution à ce problème. Ils peuvent quereller, ils font se quereller comme ils veulent et tout ça, mais ils doivent payer l'argent d'autrui, l'argent qu'ils ont pris. Or, le Congo n'a pas ce problème-là. D'autre part, le Congo est attaqué, le Congo doit se défendre, le Congo a un problème d'insécurité, de restaurer l'autorité de l'État. Donc, on ne peut pas comparer ces deux situations. C'est pour cette raison, c'est important quand quelqu'un comme Kabou nous parle du Sénégal comme modèle de démocratie. Nous, en République démocratique du Congo, on n'a pas besoin de la démocratie. Nous avons besoin de la bonne gouvernance. Des concepts tout à fait différents. Parce que si vous pouvez bien gérer les paix d'argent que vous avez et éviter des dettes, éviter les situations, par exemple, du Sénégal, ça va nous amener plus loin. Vous comprenez? Donc, il faut, quelquefois, nous, on confond souvent les choses. Alors, je viens à la question la plus importante que je venais de dire tout à l'heure. J'étais en train de dire que le Rwanda prépare une attaque, à mon sens, massive contre la République démocratique du Congo. Je vous donne quelques réflexions pourquoi je pense comme ça et pourquoi absolument il faut faire tête au Rwanda. D'abord, j'ai vu sur beaucoup de plateformes, et je ne sais pas si c'est vrai, je prends ça vraiment avec beaucoup de patience, je ne sais pas si c'est juste, j'ai vu sur beaucoup de plateformes comme quoi le président de la République doit aller en Europe, dans un pays d'Europe, je ne sais pas où, peut-être la France, la Suisse ou je ne sais pas où, pour aller négocier avec Félix-Antoine Tshisekedi. Et j'ai vu que Paul Kagame a un certain nombre de conditions qu'il a posées pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Il y avait par exemple cette histoire d'intégration régionale, et dans ces cas-là, il doit contrôler certaines mines de l'Est de la République au Congo, des mines d'or et les mines de coltan. Là, je comprends bien parce que le Rwanda a une chaîne de valeur importante
pour raffiner l'or, pour raffiner les coltans. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons, ils sont en train de faire vraiment la guerre, ils veulent assurer que cette chaîne d'approvisionnement, cette chaîne de valeur continue à fonctionner. Parce que sinon, s'il n'y a pas de minerais de Roubaïa, il n'y a pas de l'or, ils vont fermer. Et ils vont vraiment, leur économie aussi va connaître de vrais problèmes. Donc, comme on disait toujours, cette guerre a une dimension économique. Et c'est pour cette raison, tout ce que Kagame a demandé ici, j'ai regardé ça chez Jean-Claude Moubenga, mais je l'ai lu aussi dans l'Internet. Donc, Kagame veut vraiment absolument cette fameuse intégration économique. Et surtout, après que le Congo ait signé avec l'Ouganda, ces accords-là, vous avez vu beaucoup de ministres, et le Congo a accepté de co-gérer ses ressources pétrolières avec le Rwanda, avec l'Ouganda, je voulais dire, extraire de notre côté, raffiner, et nous allons recevoir notre part. Le Rwanda pense, d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils étaient en train de faire la guerre depuis tout le temps. C'est ce que Kagame était en train de chercher et continue à chercher, qu'il y ait un tel accord avec la République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est l'une des raisons. Ils sont allés là-bas à Washington quand on posait la question de l'intégration régionale, intégration économique régionale. Donc, c'est ça. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est envisageable que le Rwanda demande. C'est possible. Alors, j'ai vu aussi qu'il a demandé peut-être la DGI. Alors, pourquoi la DGI? Il y avait M. Palouk qui nous avait dit que le système, donc on peut amener vraiment des marchandises importer des marchandises, décharger, mettre dans les camions en Ouganda et au Rwanda et venir vendre à la République démocratique du Congo et ne rien payer en termes d'impôts. Alors, comme ça, il a estimé que chaque année, la République démocratique du Congo perd entre 4 milliards ou 5 milliards de dollars chaque année comme ça. Alors, vous comprenez que dernièrement, il y a une vague où on parle d'union douanière, quelque chose comme ici chez nous. Alors, je ne comprends pas la logique de Kagame. Kagame veut nous imposer ces choses-là par la guerre. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons, vous attendez parler du fédéralisme, vous attendez pourquoi? Parce que Kagame veut qu'il n'y ait pas de taxes, qu'il n'y ait rien entre la République démocratique du Congo. Le Rwandais peuvent entrer à la République démocratique du Congo, sortir sans payer un seul sou. Donc, c'est pour cette raison, je m'imagine, il va négocier sur l'union minière. L'union douanière, excusez-moi, l'union douanière. Alors, qu'il n'y ait plus de douane, de droits de douane entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Seulement, c'est quelque chose de très bien pour intégrer les économies. Seulement, la façon de faire du Rwanda, en utilisant son armée, à vouloir imposer cela à Félix-Antoine Tshisekedi. Et c'est ça le vrai problème. C'est la même chose avec les DGM ici. Vous allez voir, vous avez vu par exemple, Congo-Brazza venait de dire tout à l'heure que non, on n'a plus besoin de visa pour tous les Africains, ils peuvent venir et tout ça. Ils peuvent venir en Afrique, ils peuvent venir au Congo-Brazza. Dernièrement, je ne sais pas si c'est le Gabon qui l'a fait, il y a l'Ouganda qui a fait, je pense le Kenya l'a fait, et beaucoup d'autres pays sont en train de prendre des décisions comme ça. Et Kagame pense aussi qu'il ne doit plus avoir de visa entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les Rwandais peuvent entrer, sortir. Donc, vous comprenez, il faut plus qu'il y ait des contrôles, qui est congolais, qui est rwandais et tout ça. Donc, ok. Donc, et le problème, c'est comme je venais de dire, toutes ces choses-là peuvent être possibles, mais seulement dans les contextes actuels des guerres imposées, c'est très difficile. Et lui, il cherche à imposer cela à Félix-Antoine Tshisekedi par les armes. Par les armes. C'est pourquoi je pense que si Félix refuse, ils vont vouloir faire imposer
cette histoire des unions douanières passées. Alors, Kagame pense par exemple qu'actuellement avec la FCM23, c'est ce qui s'est fait. Les gens peuvent entrer, sortir et tout ça. Alors, ça, c'est la première des choses. Alors, j'ai attendu parler de Kagame qui amasse des troupes au niveau de la frontière. Alors, quand j'étais en train de chercher, l'une des raisons, je me suis posé la question, pourquoi Kagame est en train d'amasser des troupes au niveau de la frontière. Alors, je suis tombé sur quelque chose à propos de Jean-Luc Abiyarimana. Alors, il y a un rapport que Jean-Luc Abiyarimana et le général Jacques Nduru et Shalikonza de la République démocratique du Congo, official responsible for military intelligence, are in Burundi for a meeting allegedly aimed at planning attacks against Rwanda. Burundi continues to be accused of serving as a gathering point for armed groups said to be preparing hostile actions against Rwanda. It is also claimed that President Evariste Ndayishimiye stated in Kinshasa that he seeks to overthrow the Rwandan government. Additionally, some observers recall remarks by Terence Tahiraja, who warned that Rwanda would be attacked. Given this development, some argue that Rwanda should not treat the situation in Burundi as matter to be taken lightly. Furthermore, report suggests that General Kayumba Nyamwasa is also expected to travel to Burundi in the coming days. So, il est dit ici, c'est que les généraux chargés de renseignement de la République démocratique du Congo est au Burundi. Ils sont en train de planifier des attaques contre le Rwanda avec Luc Abiyarimana. Comment il s'appelle? Luc Abiyarimana ou Jean-Luc Abiyarimana. Et puis, non pas seulement ça, le général Kayumba, qui est un opposant, il était général, qui est grand opposant à Kagame, est aussi là-bas. Et c'est pour cette raison, le Rwanda est en train de se préparer à une certaine attaque qui va venir soit de la RDC ou qui va venir du Rwanda. Et c'est pour cette raison, peut-être, ils sont en train d'amasser les troupes à la frontière. Alors, nous connaissons la doctrine militaire du Rwanda. Ils attaquent avant que l'attaque ne vienne sur leur territoire. Donc, ils vont agir de façon proactive parce qu'ils pensent que pour empêcher, la guerre ne doit pas se passer au Rwanda, mais doit se passer ailleurs. C'est pourquoi je pense qu'il y aura bientôt des étincelles là-bas à l'Est et la République doit se préparer pour cela. Ça peut être que je suis en train de voir les choses des pensées un peu très négatives, mais je préfère être négatif, être dans le worst case scénario, que d'attendre que tout se déroule comme ça. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui prouvent, comme je venais de vous lire là, il y a beaucoup d'autres éléments qui montrent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors, je vais vous parler par exemple de l'analyse de Piero Luwawa. Et je sais pas si vous avez suivi cette analyse de Piero Luwawa où il parlait de trio infernal. D'abord, il a parlé de Kabila, et puis il a parlé de AFC-M23, et puis des généraux qui sont arrêtés en République démocratique du Congo. Et pour moi, ça, ce sont des signes, parce que généralement, quand ces gens-là veulent attaquer, ils préparent aussi l'opinion. Vous comprenez? Ils sont en train de préparer l'opinion à ce qui va arriver. Alors, la première des choses que ces messieurs-là a dit, même si je trouve que ce sont des gens qui sont complètement dans leurs analyses très tendancieux et très sentimentales, vraiment qui ne reposent pas sur des faits, mais nous devons prendre cela, boire, réfléchir et
Non pas seulement boire, mais manger et boire et réfléchir pour comprendre qu'est-ce que ces gens-là veulent nous envoyer comme message. Alors, Piero Luawa dit ceci: les gens du M23, les Bissimo, les Makenga, les Biamungu, les trios infernal, ils ont la puissance d'arrêter Félix. Alors d'abord, avant que je commence, parce que je venais de dire que ce sont des réflexions souvent pas assez approfondies. J'ai assez de douleurs quelquefois parce que beaucoup de gens, ces poumons, ils sont dans les sensationnels, et même les gens qui les suivent prennent ces paroles-là pour des paroles d'évangile parce qu'ils n'ont pas le temps de disséquer ni de réfléchir. Si j'étais Piero Luawa, la première des choses que j'allais résoudre comme problème, c'est de nous dire d'abord où est Eraston Bahati. Est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort? Où est Biamungu? Est-ce que Biamungu est mort ou pas? Et actuellement, je ne suis pas en train de voir Makenga. Donc, ils doivent aussi faire, c'est pas seulement eux qui peuvent tuer Tshisekedi peut aussi les tuer. Alors, il faut pas toujours penser que non, c'est seulement les AFC-M23 qui peuvent faire mal. Tshisekedi a aussi le moyen, et n'oubliez pas, que ce soit le Rwanda, que ce soit la rébellion, ils n'ont pas assez d'argent et ils n'ont pas assez de minerais, ils n'ont pas que Félix-Antoine Tshisekedi. C'est comme Mobutu a dit, pour le Congo, je peux faire des alliances même avec le diable. Et Tshisekedi peut faire des alliances même avec le diable. Vous comprenez? Alors que quelquefois, quand les gens font des analyses, quelquefois, j'ai l'impression, c'est comme si ils sont en train de vouloir vraiment se dédouaner de quelque chose. Comme lui, il est allé parler avec cette image de Hubert Leclerc. Et Hubert Leclerc lui a dit que les AFC-M23 est en train de vivre ces dernières heures. Il lui a donné même les raisons pourquoi cela va arriver. Il essaie un peu de donner l'espoir en mettant Kabila dedans, en mettant les Nanga et des choses. Alors je continue tout simplement parce que j'ai l'impression que les gens sont en train de lire ces choses-là de façon tout à fait simple, alors que ce sont des questions qui sont très complexes. Je ne sais pas si le M23, c'est Kabila, et Kabila, c'est le M23, parce que sur les fonds, sur les fonds de la puissance militaire, sur le point de la puissance militaire, ils ont la force de battre Félix. Tshisekedi n'a pas d'armée. Tshisekedi n'a pas d'armée. Tshisekedi n'a pas d'armée. Les AFC-M23 avec soutien ou ça, soutien du Rwanda, je ne sais pas, lui dit qu'il ne sait pas si c'est l'AFC-M23 est soutenu par le Rwanda ou n'est pas soutenu. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas dire. Je ne sais pas s'il peut le dire, mais il le disait de temps en temps, mais maintenant il dit non, il ne sait pas et des choses comme ça. Alors on les laisse avec ça. Lorsqu'ils décideront de se mettre en branle, Tshisekedi ne résistera pas à eux. Alors je vais tout simplement dire qu'ils se mettent en branle. Parce qu'il ne faut pas trop parler, trop. C'est comme quand nous on faisait, on luttait entre nous quand nous étions à faire Betangai, oh Betangai, 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 oh Banda, Banda. Alors, mais là après, et bandité, to betani pété, to pesani, to bando sakana, to keina bisu. Alors c'est ça que je suis en train de voir. Oh, il faut se mettre en branle. Mettez-vous en branle, et c'est tout. Pourquoi on doit toujours donner... Mettez-vous en branle, on va voir comment les États-Unis vont réagir. Mettez-vous en branle et on va voir qu'est-ce qui va se passer sur le terrain. Alors, je pense que quelquefois, il ne faut pas nourrir beaucoup de gens d'espoir. Vous êtes une armée forte et vous êtes à mesure de défaire Félix-Antoine Tshisekedi, parce que Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas une armée. Mettez-vous en branle. Et c'est tout. C'est comme dernièrement, je vois là, et ce sont des gens comme ça qui vont venir comme un Nanga. Oh, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Oh, il nous avait dit, il vient à Kinshasa en mai, en juin. Il nous a dit cela. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons Nanga à Kinshasa. Nous attendons même Nanga ici à Kisangani. Nous attendons Nanga donc, on nous dit qu'ils ont 40 000 hommes. La réflexion qu'Hubert avait fait avec toi,
Depuis, ils sont seulement en train de reculer et de perdre du territoire. Imaginez que tous ces gens-là rentrent à Goma. Il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut les occuper. Une situation très explosive que nous ne savons pas comment le AFC M23 pourra gérer. C'est ton ami ou c'est que toi tu as appelé un journaliste expert de la République démocratique du Congo qui te l'avait dit. Donc c'est l'erreur de sous-estimer toujours Félix-Antoine Tshisekedi à votre péril. Oh, il continue. Croire que le M23 AFC parce que dans ces contextes, les fronts sont figés, c'est qu'ils ne poussent pas la réflexion plus loin. Ils ont l'impression que cette guerre s'est terminée avec les M23. Vous vous trompez éperdument. Faites très attention parce que faites très attention. D'abord, parce que avant de finir, j'ai fait ces mêmes petits commentaires. Pourquoi nous, on doit faire attention? Et pourquoi les gens de AFC M23 ne font pas attention? Nous disons que cette guerre est finie. Et moi, je l'affirme, cette guerre est finie. C'est vraiment question de temps. Et même si le Rwanda attaque aujourd'hui, là, comme je venais de dire, il se prépare à attaquer massivement. Nous savons comment une guerre commence. Nous ne savons pas comment cette guerre va finir. Et la chose la plus bonne, et nous connaissons, c'est l'une des raisons pourquoi les gens ne veulent pas de Félix-Antoine Tshisekedi. La chose la plus belle qui va arriver, c'est de voir les Rwandais encore une fois venir avec ses troupes attaquer la République démocratique du Congo. Et on va voir la profondeur et la puissance des faits du Rwanda et même les gens de AFC M23. Parce que cette fois-là, la guerre sera généralisée. Généralisée. Alors, c'est à ce moment-là qu'on saura combien, parce que ces mythes du Rwanda fort, ces mythes de Makenga, ces mythes-là doivent être brisés. C'est là où j'ai toujours dit, ces gens-là doivent être tout le temps sous pression. Et si on a l'occasion vraiment de les tuer, il faut les tuer. Alors, moi, je ne mets pas de l'eau dans la bouche. Alors, voilà. Alors, Félix ne peut pas arrêter les généraux, croire que ça va se passer comme ça. Dans quel pays avez-vous vu on arrête une centaine de généraux et tout se passe comme ça? Ok, parce que vous avez posé une question. Le pays où je connais ça, c'est le Rwanda. Parce que le Rwanda, chaque année, il y a des milliers, quelquefois même 250 militaires. 250 sont mis en retraite. Combien de généraux? Alors, pourquoi jusque-là, il ne se passe rien au Rwanda? Et moi, je pense même que s'il faut encore les arrêter plus, parce qu'il n'y aura rien qui va se passer. Il n'y aura rien qui va se passer. Alors, voilà quelque chose où je pense que vraiment, ce sont des choses comme ça, ces sorties médiatiques, où ils vont se mettre en branle, ils sont plus forts, ils vont attaquer, Félix est faible, il n'a pas d'armée. C'est ce qui me fait dire que quelque chose est en train de se préparer là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, j'ai vu encore, toujours dans ce registre, un certain, le directeur de cabinet qui était l'ancien de la Lucha, qui est maintenant directeur de cabinet du gouverneur Bahati, qui a dit quelque chose comme ça. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, est-ce que tu peux dire à tous tes fanatiques que dans la déclaration de principe de Doha, tu n'as rien gagné? Tu n'as obtenu ni le retrait de l'AFC M23, ni les cantonnements de militaires de l'AFC M23, ni quoi que ce soit. Au Betami Toro, tu n'as rien obtenu. Alors moi j'ai écrit en bas, c'est un fou joyeux. Vraiment, c'est un fou joyeux de l'AFC M23.
Alors, quelqu'un qui dit des choses comme ça, est-ce que vraiment il faut les prendre au sérieux? Ok, maintenant il dit non, il va aller se rencontrer avec Félix Antoine Tshisekedi, on va lui demander de démissionner et tout ça. Alors vous comprenez, pour moi, toutes ces choses-là, ça prouve que ces gens-là sont en difficulté. Ils n'ont qu'une sortie, c'est la guerre. Ils n'ont qu'une sortie, c'est faire quelque chose. Secouer Félix Antoine Tshisekedi. Tout ça, c'est parce qu'il secoué. Oh, ça, c'était le premier round. Vient le deuxième round, on va lui demander de démissionner, tout ça. Alors, ça, ce sont des choses pour moi qui me montrent que quelque chose est en train de se préparer parce que les gens sont en train de sortir. Il y a Bonipa, lui, qui est sorti pour dire que ceci. Bonipa est sorti pour dire, Benjamin Modipa est sorti pour dire, pour déclarer ceci, que non, que le gouvernement congolais ne reviendra plus dans les territoires contrôlés par les mouvements AFC et ses alliés. Cette position-là, selon eux, est définitive et selon cette coalition, ils n'attendent plus permettre un retour de l'administration de Kinshasa, le rétablissement de l'autorité de l'État dans ces parties là-bas et ils plaident pour le fédéralisme et même pour un référendum d'autodétermination des choses. Je comprends que ce sont des enchères, mais entre-temps, ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux. Pour finir sur ce registre, il y a la sortie de Ndoringihire. Et ce sont des choses qui me montrent que quelque chose est en train de se préparer. Avant de parler de Ndoringihire, je dois parler de l'alliance militaire du genre OTAN sur base de l'article 5 de l'OTAN, comme l'article 5 de l'OTAN où dit une attaque sur un pays signifie une attaque sur tout. Alors, le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda veulent créer une structure comme ça, militaire, où vraiment, autour de la sécurité, où ils partagent des informations, où ils se soutiennent mutuellement, militairement. Alors nous aussi, à la République démocratique du Congo, nous sommes allés signer des accords comme ça avec le Burundi. Dernièrement, notre ministre de la Défense est au Burundi. Et moi, je pense que ça va s'élargir aussi vers la Tanzanie. Pour nous, la solution, c'est de chercher encore beaucoup d'autres alliés pour créer une structure comme ça pour faire la contrebalance. Ils ont leur structure. Nous pouvons être avec le Burundi, avec la Tanzanie. On peut mettre la Zambie, on peut mettre par exemple le Tchad. On peut mettre, donc il faut créer vraiment quelque chose comme ça. On peut mettre l'Angola, de façon que, même la Namibie, de façon que si on nous attaque, il y ait au moins beaucoup d'autres, il y ait quand même cet équilibre-là. Parce que la peur qu'il y ait une guerre régionale, c'est ce qui va faire qu'il y ait une certaine retenue. Mais non, ça c'est un aspect, mais je voulais parler de la sortie médiatique de M. Ndoringihire. Alors, M. Ndoringihire a amené une parterre de diplomates de chez eux, qui sont là-bas chez eux. J'ai compté. Donc, les Rwandais n'ont pas assez de diplomates. Il n'y a pas beaucoup d'ambassades sur place au Rwanda. Ça m'a surpris. Alors, il a fait une sortie médiatique au devant de ces gens. Il parlait de la RDC. Il parlait que la RDC doit s'engager de manière constructive et produire des résultats tangibles dans la mise en œuvre des processus en cours. Alors, ne pas le faire reviendrait à soutenir l'approche militaire sans fin de la RDC. Parce que lui, il dit toujours que la RDC prépare à attaquer le Rwanda militairement. Alors, le dernier développement dans la région, avec les avancées vers Rubaya, Bukavu, Calais, Massis et tout ça, prouve que la RDC, pour eux, la RDC est en train de mettre beaucoup plus l'action sur une solution militaire. Sans pression et suivi équitable, nous ne pouvons pas créer les conditions et les incitations nécessaires à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Dans la région des Grands Lacs, a dit le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndoringihire. Et ce sont des choses-là.
Moi, j'observais toutes ces choses-là parce que c'était la même chose avant que Goma ne tombe. Ils étaient en train de parler de tout cela avant que Goma ne tombe. C'est pour cette raison et à cause de tout ce que je suis en train de dire là, toutes ces observations-là, que je me dis, notre gouvernement doit se mettre, doit se préparer, parce que souvent nous observons tout simplement, mais en observant, on peut déjà connaître ce qui va arriver. Alors moi, je ne sais pas, il y a un cyber de sécurité, il y a un général qui s'occupe des renseignements militaires, je ne sais pas, mais moi, j'observe tout simplement et je peux dire quelque chose qui est en train de se faire mijoter là-bas à l'Est. Ils veulent vraiment attaquer pour imposer Félix-Antoine Tshisekedi une solution. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait parler maintenant de la France. Et ça, je partage largement ce que Jean-Paul Moubenga avait dit, parce qu'il a dit presque les mêmes choses que moi j'avais écrit à propos du soutien de la France, parce que la France est en train de jouer à la duplicité. Et c'est pour moi, vraiment, je ne comprends pas pourquoi on ne convoque pas, par exemple, l'ambassade de France à Kinshasa et les confronter avec la présence, par exemple, des militaires, des mercenaires français à Roubaïa, ou du soutien français à Roubaïa et des choses comme ça. Vous allez voir que les Français jouent avec nous. Vraiment pas de double standard, il n'y a pas de solution militaire, tout cela va se réduire par le dialogue, mais en réalité, ce sont eux qui sont en train de soutenir le Rwanda. Et nous devons vraiment, il faut que notre gouvernement convoque l'ambassadeur de France. Parce que non, c'est l'Union européenne. Il faut que vraiment les gens deviennent de plus en plus incisifs par rapport à la France. Parce que la France joue au double jeu. Les gens sont actuellement, ce que je peux dire, c'est que la France est en train de tuer au même titre que le Rwanda, là-bas à l'est de la République démocratique du Congo, pour avoir de minerais moins chers. D'abord, Laura Kanyuka vit à France. Pourquoi on ne peut pas arrêter Laura Kanyuka à France, ou même sa famille à France? Parce que tous les minerais qui sont volés sont vendus à France. C'est pourquoi je pense que le rôle de la France est clair dans ma tête, dans cette guerre à l'Est, non pas seulement au niveau de l'armement, au niveau des les généraux, je crois, de l'armée de terre étaient au Rwanda dernièrement. Le général d'état-major, le chef d'état-major, je pense au Rwanda. Donc, il y a une certaine collaboration des deux armées et je pense que c'est vraiment quelque chose que la République démocratique du Congo absolument doit faire quelque chose à propos. Doit faire quelque chose à propos. Alors, je viens vraiment parler de ce que... Je vais parler seulement de le C64 qui organise une marche, une journée ville morte à Kinshasa. Je ne sais pas. D'abord, la première des choses que je veux dire, il ne faut pas oublier que ces jours-là, il y aura le Congo qui va jouer contre le Danemark. Donc, vraiment, ces gens, j'ai l'impression qu'ils sont en manque de stratégie. Ils sont complètement en manque de stratégie et je pense que ça va être un échec cuisant. Un échec cuisant. Pourquoi? Parce qu'ils ont la mauvaise stratégie. La première des choses, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'il faut d'abord qu'ils mettent leurs enfants au devant de la scène. Et c'est ce que moi je comprends pas, c'est nos politiciens congolais. Les enfants sont ailleurs. Ils sont dans les bonnes écoles et ils vivent bien. Et puis ils pensent qu'ils viennent lutter pour les autres enfants. Mais non, mais il faut d'abord mettre vos enfants au devant. Il ne faut pas faire tuer les enfants d'autrui. Alors, à moins que les gens sont sardines, ils vont se mettre à marcher pour les Sesanga, les Fayou, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que à ces moments ici, nous n'avons pas besoin de ce genre de choses comme les villes mortes, des choses comme ça. C'est inutile. C'est inutile. C'est inutile. Parce que n'oubliez pas, le Rwanda peut nous attaquer à ces moments aussi pendant que nous sommes en Coupe du Monde, tout simplement pour gâcher, profiter d'abord de ces moments de distraction, mais aussi tout simplement pour nuire
à la République démocratique du Congo. Eh ben, alors, au lieu de soutenir le gouvernement pour bouter le Rwanda, au lieu en dehors de notre pays, vous êtes là tout simplement pour avenimer la situation. Alors, j'ai vu que Presse Epenge s'est un peu a mis un peu d'eau dans son vin, ou non, il ne voulait pas, et c'est pas qu'il faut casser les voitures, mais je répète, si on casse les voitures, les gens doivent aller chez Presse Epenge, c'est lui qui a appelé les gens à ne pas sortir avec les voitures, parce que sinon les voitures seront cassées. Alors, je pense que je voulais dire, c'est à propos de Denis Mukwege. Le président de la République avait dit de lui que c'était un homme d'État. C'est ce que je dois rappeler. Alors, un homme d'État ne peut pas parler de n'importe comment. Ne peut pas parler n'importe comment. Parler, par exemple, de Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de brader, ou je ne sais pas, de vendre la République avec Kagame. Et c'est vraiment regrettable parce qu'il y aura balkanisation et des choses comme ça. Alors, Félix a parlé de lui comme un homme d'État. Alors, un homme d'État de la trempe de M. Denis Mukwege ne doit pas se mettre à dire du n'importe quoi. Des gens, par exemple, il y aura, par exemple, balkanisation si on change la Constitution. Alors, ce sont des gens, je pense, quelquefois, il faut avoir un peu de réserve parce que tu es un homme d'État. Un homme d'État ne parle pas comme un homme de la rue. Alors, c'est pour cette raison, je pense que messieurs les docteurs Mukwege pouvaient garder vraiment ses pensées pour lui-même parce que ça ne va rien changer. Il n'est pas populaire en République démocratique du Congo. Ça, c'est de un. Je ne le vois pas en train de diriger le Congo, parce que peut-être on est en train de le promettre qu'il va diriger le Congo dans les cercles mafieux, de la franc-maçonnerie ou des choses comme ça. Ça ne va pas arriver. Les Congolais sont devenus mûrs politiquement. On ne peut plus accepter du n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on a un docteur, un prix Nobel, qu'on est vraiment appelé à diriger le Congo. Non, je pense pas. Et c'est ça le problème chez nous, parce que tout le monde pense que je peux devenir président de la République. Tout le monde ne deviendra pas président de la République et tout le monde ne pourra pas diriger le Congo. Donc, il faut venir à cette réalité-là. Il faut vraiment arriver à réaliser cela. Alors, très chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse.